Salut à tous et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, nous allons amorcer la deuxième vidéo consacrée à l'électrocinétique. Ici, on parlera des dipôles de base, des générateurs et des lois de Kirchhoff. Donc, pour la première partie, dipôles de base, on présentera la résistance en donnant les lois caractéristiques qui lient la tension et l'intensité du courant. On verra le condensateur également et la bobine. Pour la partie générateur, on verra principalement le générateur de tension et le générateur de courant en mode idéal et en mode réel, on va dire. Maintenant, pour finir, on va parler des lois très importantes en électrocinétique. Il s'agit des lois de Kirchhoff. On les énoncera et on verra à peu près comment on fait pour les appliquer effectivement, parce que ces lois vont constituer vraiment un socle de cette unité d'enseignement, car la plupart des lois qui vont intervenir après se fondent toutes sur ces deux lois, les lois de Kirchhoff, à savoir loi des nœuds et loi des mailles. Pour commencer déjà, on va présenter l'ensemble des dipôles de base. Ceci, bon, quand je dis dipôle, bien sûr, j'ai pas fait allusion au générateur. Ici, je parle des dipôles dans le cas où ceux-ci, en fait, vont consommer l'énergie électrique. Autrement dit, ils seront en convention récepteur. Et ceux-ci, logiquement, vu que c'est déjà des générateurs, ils seront en convention générateur. Donc, la résistance, qu'est-ce que c'est? La résistance, c'est tout simplement un conducteur ohmique. Résistance ou encore conducteur ohmique. Et un conducteur ohmique, lorsqu'on va définir la loi ohmique comme ohm, lorsqu'on va définir la loi caractéristique, donc la loi caractéristique va nous permettre de relier U, la tension, et le courant, tout simplement. Donc, comment est-ce que ça se représente déjà? Une résistance dans un circuit électrique, vous allez tout simplement voir un truc pareil. Juste un petit rectangle qu'on va mettre là, et ceci. Donc là, j'ai A, et là, j'ai B, les bornes de mon dipôle, les pôles, on va dire. Donc maintenant, on va supposer que le courant électrique, le mouvement d'ensemble des porteurs de charge, est dans ce sens. Donc nous avons I. Supposons que nous le mettons directement, on est déjà en approximation des régimes quasi stationnaires. Donc nous avons ça. I qui est dans ce sens. La principale caractéristique de la résistance, mais bien sûr, ou bien du conducteur ohmique, c'est sa résistance. Donc la tension aux bornes de ceci sera dans la convention récepteur, bien sûr. Donc on aura une tension qui sera orientée dans le sens opposé au passage du courant. Et la loi caractéristique de ce dipôle sera tout simplement la loi d'Ohm. Pas la loi d'Ohm sous forme locale, comme on connaît avec le vecteur densité de courant, mais la loi d'Ohm qui va nous permettre de définir UAB et qui est tout simplement R fois I. Donc UAB, celui-ci, la tension, on sait que c'est en volts. La résistance, c'est en ohms. Et l'intensité du courant électrique, il est en ampères. Et vous vous rappelez le fait qu'on ait défini ça comme étant un débit de charge, un débit de porteur de charge par unité de temps. Porteur de charge, on sait que c'est en coulomb. Donc I, comme on a défini tout à l'heure, ce qui veut dire en fait que la dimension de I sera encore, bon, si on prend l'unité, on aura on va dire l'unité directement, on aura du coulomb sur seconde. Donc ceci en fait, l'unité de I, quand je parle comme ça, je vais pas dire dimension, sinon ce sera mal perçu. On va dire que l'unité de I, en fait, ce sera encore du coulomb par seconde. Et c'est ça qui est en fait l'ampère, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc ça, c'est tout pour la résistance. Vous avez la loi d'Ohm qui est la loi caractéristique de ce dipôle. On va maintenant passer au condensateur. Le condensateur, qu'est-ce que c'est? Comment ça se représente? Le condensateur, c'est juste un ensemble de deux plaques parallèles qui sont séparées par un milieu isolant. Ça peut être du vide ou peu importe. Donc là, on va toujours supposer le sens de parcours du courant comme ceci. On a I, tout simplement.
Pourquoi le mettre? Je vais mettre un I variable ici. Voilà. Et là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai? Ce qui va définir mon condensateur comme caractéristique sera sa conductance. Pardon, sa capacité, je vais dire. Je me perds un peu. Donc là, j'ai C qui va définir en fait une caractéristique de mon condensateur, qui est sa capacité. Donc là, si j'ai A, j'ai B, je suis toujours en convention récepteur. Ça veut dire que la tension est opposée le sens de la tension est opposé au sens du passage du courant. Donc j'ai U à B. Et maintenant, comment je fais pour définir U? Bon, U à B, on va dire que ce sera un U. Vu que si le I qui arrive est peut-être variable, on va considérer ceci comme étant variable également. Alors ici, la loi caractéristique sera tout simplement I, I de T, qui est tout simplement égal à C, dérivé de U par rapport au temps. Dérivé de U de T. Donc, I de T égale à C, dérivé de U par rapport au temps. Donc, si vous voulez savoir ce que U vaut en fonction de I, vous avez juste à intégrer ceci. Donc, vous aurez quoi? Vous aurez tout simplement I de T qui sera divisé par C. Donc, vous aurez U de T qui sera égal à 1 sur C. Vous aurez l'intégrale de qui? De I de T dt. Tout simplement. C'est comme si vous réécrivez ceci. Vous avez du qui sera égal à 1 sur C I de T dt. Vous intégrez, vous avez cette expression. Maintenant, nous passons rapidement à la bobine. Donc là, ceci bien sûr, c'est la capacité qui sera donnée en farad. Vous connaissez l'intensité du courant en ampères, la tension en volts. Maintenant, passons à la bobine. La bobine, en fait, c'est juste un fil enroulé, on va dire, qui permet de former des spires juntifs. Donc, ce sera représenté schématiquement dans un circuit par ceci. On va toujours le mettre en convention récepteur. Ça veut dire le sens de déplacement du courant, il est comme ceci. M'excusez. Ok, non, là, c'est bon. Je l'avais là. Et il est dans ce sens. Là, j'ai toujours mes bornes A et B. Donc là, j'ai A et là, j'ai B. Convention récepteur, ça veut dire que ma tension est orientée dans ce sens. Donc, j'ai U, tout simplement. Si je mets un I là. Alors ici, la loi caractéristique, qu'est-ce que ce sera? La loi caractéristique va juste nous permettre d'avoir une loi qui va nous permettre de relier U à I. Donc, ici, j'ai I de T égale à ceci. Et là, j'aurai tout simplement U de T qui sera égal à L dérivé de I par rapport au temps. I, il varie bien sûr. À cause du fait que, à cause de l'effet de la bobine, on va dire. Donc là, vous avez la loi caractéristique qui nous permet de définir les dipôles de base que nous allons utiliser en électrocinétique. Donc ici, L, faut savoir que bon, lui, il est en Henry. Il est en Henry. I, vous connaissez qu'il est en ampères et U est en volts. Maintenant, passons au générateur. Donc, on va le mettre là, en Henry. Henry, comme vous connaissez. Donc, générateur, maintenant, parlons des générateurs. On va parler premièrement du générateur de tension. Pour le générateur de tension, il y a deux versions pour cela. On va prendre un générateur qui sera dit parfait. Générateur de tension, c'est en fait, c'est un composant électronique qui va fournir de la tension dans notre circuit. Donc, par exemple, comment est-ce qu'il sera noté? On va juste définir les lois ici. Comment il sera noté? Il sera tout simplement noté comme ceci. Donc, vous avez un fil et vous avez, hop, votre tension. Votre tension délivre votre générateur de tension délivre une tension U qui est exactement dans le même sens, on va dire E, disons, dans le même sens que le sens de parcours du courant, peu importe le courant qui arrive. Ça veut dire que la tension, le générateur de tension génère E, peu importe le I qui traverse le circuit.
C'est ça un générateur de tension. Donc ça, c'est sa version parfaite. Donc ça, c'est lorsqu'il est parfait. Mais maintenant, sa version réelle, on va se rendre compte qu'en fait, expérimentalement, ceci est entaché d'une petite résistance, qu'on va dire résistance interne. Donc là, j'ai E, j'ai I qui est bien sûr dans ce sens. Donc j'ai I toujours dans le même sens. Vous voyez que j'ai E qui va dans ce sens. Et comme ceci c'est une résistance, alors la tension là sera plutôt orientée dans ce sens. C'est pour ça que si je place A et B, bref la tension, si je place la tension là, comme ceci, U tout simplement aux bornes d'un générateur de tension parfait sera quoi? La tension aux bornes du générateur parfait qui est E. Et ici, moins, parce que je m'oppose ici. Je m'oppose à quoi? J'écris maintenant l'expression de la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, ou du moins d'une résistance. J'aurai tout simplement R fois le I qui traverse. Donc, ceci sera l'expression de la tension aux bornes d'un générateur de tension réelle. Maintenant, passons au générateur de tension, au générateur de courant. Je sais pas ce qui me prend. Maintenant, pour le générateur de courant, tout ce qu'il faut savoir, c'est sa représentation, bien sûr. Donc, j'ai générateur de courant. Bon, juste pour rappel, cette manière de représenter, en fait, le générateur de tension en version réelle, en fait, va constituer ce qu'on va appeler le modèle de Thevenin. On verra bien sûr des vidéos dessus et des exercices d'application. Maintenant, pour le générateur de courant, qu'est-ce qu'il en est? Le générateur de courant va générer un courant constant, un courant identique, peu importe la valeur des tensions aux bornes de ce dernier. Alors, le générateur de courant, comment est-ce qu'il sera noté? Il sera tout simplement noté comme ceci. Donc, j'aurai, hop, au lieu d'être barré dans ce sens, je le barre dans ce sens. Et je sais que lui, il me fournit un courant que je vais appeler I. Je peux l'appeler N. Généralement, pourquoi je l'appelle N? Parce que, je peux l'appeler comme je veux, hein, mais c'est juste pour faire rappel, pour faire intervenir, en fait, le générateur de Norton, qui sera généralement dans ce sens. Donc, vous pouvez l'appeler I, hein, c'est encore I, tout simplement. Donc, ce générateur de courant va générer le courant I, qui peut être égal à N, en certaines notations, peu importe la tension qui agit aux bornes de ce dernier. Ça, c'est la version parfaite, bien sûr. Maintenant, en version réelle, on va se rendre compte que celui-ci, en version réelle, il est entaché d'une résistance et qui lui est associé de la sorte, tout simplement, d'une résistance interne. Il produit le même courant, mais sauf qu'ici, nous avons une résistance interne qui intervient. Ça, c'est le cas réel. Maintenant, passons aux lois de Kirchhoff. Passons aux lois de Kirchhoff. Pour définir les lois de Kirchhoff, vous voyez bien que les lois de Kirchhoff, nous avons la loi des nœuds et la loi des mailles. Il faut déjà savoir c'est quoi un nœud et c'est quoi une maille, tout simplement. Bon, les deux définitions sont généralement liées. Donc, ce que nous allons retenir, c'est quoi? Pour les lois de Kirchhoff, j'espère que j'ai pas fait d'erreur sur l'orthographe de Kirchhoff. Donc, on va commencer par la première loi, loi des nœuds. La loi des nœuds, c'est une loi qui est basée sur l'intensité, sur les intensités de courant arrivant ou sortant d'un nœud. Maintenant, c'est quoi un nœud? Un nœud dans un circuit électrique sera tout simplement le point de rencontre d'au moins 3 chemins électriques. Tout simple. Donc, le point de rencontre d'au moins 3 chemins. Donc, je peux avoir un point par lequel j'ai 3 chemins minimum. Je peux en avoir plusieurs. Donc, les intensités de courant, ça peut arriver comme ça part, peu importe. Donc, ça peut arriver là, ça peut arriver là, comme ça peut partir là, par exemple, tout simplement. Donc là, si j'ai I1, là j'ai I2, là j'ai I3. Que dit la loi des nœuds, tout simplement? La loi des nœuds dit que en un nœud
A, bon, je vais l'appeler A par exemple, au nœud A, la somme sur K de epsilon K IK est tout simplement égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire epsilon K IK? On va dire epsilon K, c'est encore plus ou moins 1. C'est plus 1 si le courant est entrant. Donc, si le courant est entrant au nœud. Donc, si le courant arrive pour le nœud, par exemple, je vois I1 qui vient vers le nœud, I2 qui vient vers le nœud, et moins 1 si le courant est sortant du nœud, tout simplement. Ça veut dire que lorsque je fais ma loi de nœud et que je l'applique en ce nœud, ça me permet de relier toutes ces intensités entre elles. Donc, autrement dit, j'aurai, pour ce cas, j'ai somme sur K de epsilon K IK qui est égal à 0. Je sais qu'ici, K va de 1 à 3, ce qui me permet d'avoir, pour les nœuds I1, I2, epsilon K vaut plus 1. Ça veut dire que j'aurai I1 plus I2. Maintenant, pour le nœud I3, vu qu'il sort du nœud, alors je vais, epsilon K va valoir moins 1, donc je vais avoir moins I3 qui sera tout simplement égal à 0. Je peux encore l'écrire tout simplement d'une autre manière. Je peux dire que cette loi, en fait, je peux dire que cette loi peut encore s'écrire somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Vous allez vous rendre compte que si j'applique ceci, je vais dire tous mes courants qui sont entrants, c'est-à-dire I1 plus I2, sera égal au courant sortant, c'est-à-dire I3. Vous voyez que c'est encore équivalent à la loi que j'ai bien évoquée là. Donc, si vous ne voulez pas l'appliquer de la sorte, appliquez-la simplement de la sorte. Somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Maintenant, la deuxième loi de Kirchhoff, qui est tout simplement la loi des mailles. Non, on va dire loi des mailles. Loi des mailles. C'est quoi une maille? Une maille, déjà, la loi des mailles, c'est une loi qui va s'appliquer sur l'additivité des tensions dans un circuit. Dans une maille, bien sûr. Maintenant, une maille, qu'est-ce que c'est? Une maille sera tout simplement un circuit fermé, formé par au moins une branche ou un chemin électrique, on va dire. Donc, une maille, en fait, c'est un chemin, mais je vais pas l'écrire tout simplement, je vais juste l'avoir en tête. C'est un chemin, un circuit fermé qui est formé soit par une branche, c'est comme un chemin électrique fermé, donc je peux avoir un truc comme ceci, blablabla, j'ai un générateur par exemple, je ferme ceci. Ça, c'est une maille. Il n'y a pas de nœud ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une rencontre de deux ou trois, d'au moins trois chemins électriques dans trois mailles. Trois branches, je veux dire. Donc, ici, pour la loi des mailles veut simplement dire que dans l'enceinte d'une maille, donc, dans une maille, une fois qu'on a localisé déjà ce que c'est la maille, alors, j'applique la même chose, somme sur K des epsilon K UK soit égal à 0. Tout simplement. Alors, je vais l'appliquer ici dans un circuit très simple pour que vous voyez à peu près comment ça se fait. Alors ici, qu'est-ce que je prends comme circuit? Je vais prendre un simple circuit. Je prends un générateur de tension. Je mets une résistance là. Disons que je mets un condensateur là. Tout simple. Par exemple. Au même complexifiant, on va ajouter là, hop, ma bobine. Donc, si je vais appliquer la loi des mailles au sein de cette maille, il faut déjà que je sache comment le courant parcourt mon circuit. Ça veut dire celui-ci, convention générateur, hop, j'ai E là. Si E va dans ce sens, ça veut dire que I également va dans ce sens. Donc, j'ai I dans ce sens.
OK? Donc, disons que j'ai I. Ici, j'ai R qui est défini. Celui-ci, j'ai C. Et là, j'ai L. Un dipôle en convention récepteur. Allez, hop, sa tension, c'est UR. Ici, parce que le courant va dans ce sens, le courant circule, tension opposée, j'ai UC. Ici, le courant circule comme ceci, hop, ça veut dire que la tension va s'opposer, tout simplement, j'aurai UL. Epsilon K, ce sera toujours plus ou moins 1, mais une façon d'appliquer cela de façon simple sera de choisir un sens arbitraire. Je peux décider de prendre le sens du courant ou le sens opposé. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Suivant le sens du courant, de I ou de E, alors qu'est-ce que j'ai? Je vais égaler l'ensemble des tensions que j'ai sur ce circuit fermé. Pardon, pas égaler, je vais les sommer en allant bien sûr dans un sens. Ce qui est opposé à mon sens, epsilon k vaut moins 1. Ce qui va dans le même sens, epsilon k vaut plus 1. Ça veut dire là, je commence avec E, première tension rencontrée, j'ai E qui va dans le sens souhaité. C'est lui que je veux. J'ai E tout simplement. Maintenant, là, j'ai UR qui est en sens opposé. Ça veut dire que j'ai moins UR parce que epsilon k vaut moins 1. Ici, dans le sens opposé, donc je parcours ce sens. Je vois que ceci, ça s'oppose également. Ça veut dire que j'ai moins UC. Ceci s'oppose également parce que quand je vais dans ce sens, je m'oppose. J'ai moins UL qui sera tout simplement égal à 0. Tout simple. Et ici, par les lois que je connais déjà auparavant, je peux simplement égaler. J'ai moins UR, c'est RI. UC, je sais que c'est quoi UC, je sais que I égale à C du sur dt. Et on a vu que U, ça fait 1 sur C, intégrale de I dt. Donc, moins 1 sur C, intégrale de I dt. Moins, maintenant, UL, c'était qui? La tension aux bornes d'une bobine, c'était tout simplement L dérivée de I par rapport au temps qui sera égal à 0. Donc, voilà par exemple ce que l'application de la loi des mailles me donne pour le circuit que j'ai présent. Donc, rappelez-vous, ce sont des lois essentielles en électrocinétique. Loi des nœuds, loi des mailles. Vous avez tout sur les dipôles de base, les générateurs et les lois de Kirchhoff. Je pense qu'à partir de ceci, on est bien parti pour amorcer la plupart des exercices en électrocinétique. Cependant, il y a quelques notions encore à voir qu'on verra dans la prochaine vidéo. C'était Martin Rémy. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.